Olivier Soto, un plaisir de vous rencontrer au Liban. Et on a eu maintenant un peu une petite discussion, votre passion pour le Liban. On va en parler, puis on va en Mhm. parler du théâtre, de l'expérience du théâtre, le rôle du théâtre avec les spectateurs. Et même si quelqu'un voudrait s'intégrer en tant qu'acteur ou même en tant que thérapie et autres. D'habitude, je commence par demander à mes invités de s'introduire eux-mêmes. Olivier Sauton, je sais que c'est un bon en tant acteur, réalisateur, mais Olivier Sauton, qui est Olivier Sauton? Oh là là, Olivier Sauton. Alors, bah, ça dépend de l'endroit où je suis. C'est que lorsque je suis ici, je ressuscite, je suis heureux, je me sens meilleur homme ici que dans mon pays. Euh, je pense qu'on ne peut pas se définir. Se définir, c'est un petit peu comme prendre une photographie de soi. Et quand on prend une photographie de soi, c'est jamais tout à fait nous. C'est figer quelque chose qui est toujours en évolution. Euh, mais je pourrais quand même dire que je suis un passionné de théâtre, je suis un passionné de la scène, je suis aussi un passionné de la pédagogie, j'adore apprendre, Mhm. mais dans les deux sens du terme, apprendre des autres et apprendre aux autres, j'adore ça. Et, euh, et je veux plus que jamais découvrir la vie et les vivants. Quand on parle de passion et de Oui, découverte, c'est vraiment, on sent qu'il y a comme un voyage, il y a une découverte et même ça aide beaucoup. Parce que les gens qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas découvrir, qui ne sont pas passionnés, se retrouvent à la fin entre eux et eux-mêmes un peu fatigués. exactement. Moi, je pense que, alors ça n'engage que moi, mais je pense qu'on doit avoir un état d'esprit nomade. Dès qu'on commence à se sédentariser, à se figer, que ce soit dans un couple, dans un domaine professionnel, sur une terre, euh, qu'on voit toujours les mêmes amis, etc. Je crois que la consanguinité n'est pas seulement biologique, elle peut être intellectuelle, culturelle, géographique. Et je trouve ça très important. Euh, la vie, c'est un voyage. Bah, donc, il faut avancer et explorer. Si on reste toujours au même endroit, je trouve qu'on ne profite pas vraiment de la vie. Et moi, j'étais à l'arrêt dans mon pays pour diverses raisons. J'étais à l'arrêt depuis 5 ans, 5, 6 ans, voire un peu plus. 7 ans même. Et quand je suis venu ici, euh, quand le hasard, enfin moi je ne crois pas au hasard, surtout quand on vient ici, on comprend que le hasard n'existe pas, bien sûr. Je me suis senti... à nouveau, j'ai eu le plaisir de vivre, le plaisir de m'enchanter et de m'extasier, Mhm. le plaisir de la découverte, découvrir. Et donc bien sûr il faut être en perpétuelle évolution. Dès que quelque chose se fige, on décline. Donc, et ici, nous sommes vraiment dans un pays où rien n'est figé. C'est vrai. Mais c'est aussi pour ça que j'aime ça. Quand on dit apprendre, il faut toujours apprendre. Bon, vous aimez apprendre le théâtre, mais aussi apprendre. Et il y a beaucoup, maintenant, les gens pensent que c'est fini. On apprend quand on est à l'école, quand on est à Non, l'université, non. et c'est fini. Et donc, si on n'apprend pas tous les jours, à la fin, où est le travail sur soi-même, même sur sa personnalité, sur sa culture, sur plusieurs axes et angles. Mais exactement. Moi, je suis professeur de théâtre. J'ai une école à Paris. Et ici, au Liban, à chaque fois que je viens, c'est-à-dire assez régulièrement, j'organise des workshops euh, ouverts vraiment aux débutants, pas forcément aux gens qui veulent faire ce métier. J'ai largement beaucoup plus de stagiaires qui sont débutants, qui font ça pour apprendre justement, que de gens qui veulent faire ce métier. Et je leur dis toujours, et c'est pas démagogique, que le premier élève du cours, c'est moi. Quand vous enseignez, vous êtes le premier élève. Parce que qui fait la leçon doit donner l'exemple. Donc moi, ça me fait du bien en fait d'enseigner parce qu'en fait, c'est presque égoïste, presque. C'est que je m'enseigne à moi-même et c'est une remise à niveau. Et puis, grâce aux autres, en fait, vous découvrez des choses que vous aviez apprises, mais qui étaient un peu enfouies. Et là, ça ressurgit grâce au neuf,
au renouvellement. Et je suis persuadé, convaincu, j'adore la pédagogie, j'adore l'enseignement. Je suis persuadé qu'on ne peut pas apprendre aux autres si, en même temps, on n'est pas en train de se dire « moi, j'apprends de lui énormément ». Quand je vois, par exemple, un élève qui a peur avant de passer, j'apprends énormément de lui. Parce que le mettre en confiance me donne de la confiance, en fait. Et donc, apprendre, oui, je dirais vraiment qu'apprendre, c'est la base de la vie. Quand on a des bébés, Oui. on est fasciné de voir à quel point chaque jour, ils apprennent. Chaque jour. Et je pense qu'on se sclérose, j'en suis même persuadé, si on commence à se dire « moi, je sais ». Moi, je sais pas. Ça fait 25 ans que je suis comédien. Ça fait 25 ans que je suis passionné par l'art du comédien. Mais je ne sais pas. Ce qui me permet d'apprendre, donc ce qui me permet de progresser. Si je dis « je sais », que la scène va me châtier. Si vous perdez l'humilité, bam, vous êtes mort. Être sur scène, c'est... il y a beaucoup... Il y a la peur, Oui, bien sûr. Donc, il y a beaucoup qui peut-être aimeraient être sur scène, juste en tant qu'acteur professionnel, mais ils aiment le théâtre, ça les passionne, mais en fin de compte, il y a cette peur, ils sont un peu, on va dire, il y a une honte, on va dire, un peu pudique, Oui. un peu, voilà, tout ce qui vient avec le théâtre, l'expression, parce que s'exprimer, Oui. et quand il y a l'éclairage et tout, ce n'est pas facile. Alors, vous savez, moi, quand la peur et même pas le stress, l'angoisse, je connais très 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 bien, malheureusement. Pourquoi ? Parce que lorsque j'avais 12-13 ans, j'avais des crises d'angoisse, d'anxiété extrêmement puissantes, plusieurs fois par jour, qui m'emmenaient à une paranoïa. C'était... Je pouvais, par exemple, me cacher dans un parking souterrain, tellement à un moment j'avais peur. Oui. Et j'avais 15 ans. Et personne ne le savait. Même ma mère n'était pas au courant. Et donc je connais très bien cet état-là. J'en suis sorti à peu près quand j'ai eu 27-28 ans. Donc pendant 14 ans... Ah, ça a pris autant. Oui. Oui. Moi, je pars d'un principe que j'ai pu observer dans la nature, c'est que tout ce qui dure longtemps se construit patiemment. Mm-hmm. Donc les grandes choses, c'est chaque jour un petit progrès. Il n'y a pas de solution miracle. C'est le temps. Il faut du temps. Et c'était bizarre parce que j'ai décidé de faire du théâtre quand j'avais 20 ans, alors que j'avais très peur, moi, de me montrer en société. À 12 ans et demi, j'ai même été diagnostiqué. Le diagnostic a été infirmé très vite. Mais j'ai été diagnostiqué autiste léger, parce que je parlais toujours tout seul, j'étais complètement dans ma bulle. Et le théâtre, c'était pour moi me dire, j'ai peur du dragon, il faut aller affronter le dragon, parce que sinon j'aurais toujours peur du dragon. Donc je vais aller affronter le dragon. Et puis plus on s'approche du dragon, plus on s'aperçoit qu'en fait c'est une sorte de gros lézard, que notre imagination... Et il y a un vers de Victor Hugo que j'aime beaucoup, qui est très simple, mais qui dit « Les obstacles sont faits pour être sautés ». C'est vrai. Il y a un obstacle. Moi, je peux être très peureux et très, très lâche vis-à-vis de mes peurs. Très. J'ai peur. Pendant 14 ans, j'ai eu peur. J'avais peur des gens, j'avais peur des filles, j'avais peur de la vie, j'avais peur de parler. Mais le théâtre, via les grands auteurs, via les grands textes, via la profondeur qu'elle requiert et l'intimité qu'elle convoque, c'est comme une armure. Moi, quand j'arrive sur scène, alors attention, la première année où j'ai commencé à jouer, je vomissais tous les soirs. Ouf. Tous les soirs. Et je vomissais de la bile, n'ayant rien pu manger puisque j'étais trop stressé. Un autre vers de Victor Hugo que j'aime bien, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Il faut lutter contre ses peurs. Moi, j'avais très peur des gens et aujourd'hui, quand j'arrive sur scène, j'ai beaucoup moins peur parce que j'ai beaucoup plus d'expérience. Mais j'ai encore certains soirs, une petite montée en pression, mais je me dis, je me sens vivant, c'est bien. C'est bien en fait. J'existe, exactement. Et puis derrière, cette peur très vite se change en adrénaline, en excitation, puis en libération, et puis après en fierté. Vous êtes très fier, j'avais peur, j'y suis allé, et j'ai vaincu en fait.
Et donc, les élèves qui ont très peur, moi, je leur dis toujours, ne t'inquiète pas, je suis ton maître nageur ici, au cours de théâtre. Ne t'inquiète pas. Moi, ma méthode, c'est d'abord vraiment de décontracter pour ensuite que l'élève puisse donner le meilleur de lui. Tout le temps, on en parle, la thérapie et le théâtre, et sortir de soi-même, s'exprimer, se défouler. Et quand on fait la comparaison avec votre enfance et votre parcours, euh, donc ça aide. Oui. Alors, je mettrai un bémol. Si vous abordez le théâtre, le fait de prendre des cours de théâtre, si vous abordez le théâtre comme une thérapie, ça ne marchera pas. Parce que le théâtre n'est pas une thérapie. En revanche, si vous abordez le théâtre comme un art, il aura des effets thérapeutiques. Mais c'est d'abord un art. C'est-à-dire que il faut être dans les règles de l'art. Le théâtre, par définition, c'est un jeu à ses règles. Il faut travailler les règles, étudier les règles, les connaître, les maîtriser. Et ensuite, évidemment, moi, si nous avions eu le plaisir de nous rencontrer il y a 20 ans, mais peut-être que vous n'étiez pas né. Si. Peut-être. Jamais j'aurais été aussi prolixe devant un micro. Mais jamais. Là, je suis désolé, je fais des réponses longues. En plus, vous êtes une très bonne journaliste, je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en France, c'est devenu impossible d'aller à la fin d'une phrase quand on est en face d'une journaliste ou d'un journaliste. Je trouve, alors j'en profite ça, je trouve aujourd'hui que les journalistes sont devenus des sortes de petits procureurs de pacotille qui, de manière très mal élevée d'ailleurs, mordillent les chevilles de leurs invités. Quand on invite quelqu'un, on le reçoit bien, c'est la moindre des choses, nos parents nous ont appris ça. Et en plus, c'est bête, parce qu'ils cherchent la petite phrase, le buzz. Ces phrases-là n'ont aucun intérêt, puisqu'elles sont dites dans une sorte d'émotion, donc on détruit la réflexion. Et quand on regarde les archives, par exemple en France, les archives de l'INA, quand on regarde les vieilles interviews, etc., quelles sont les interviews les plus intéressantes? C'est quand l'invité peut aller au bout de sa pensée, c'est-à-dire au bout de ses mots. Et c'est très agréable d'être en votre présence. Merci. Mais parce que à chaque fois, on apprend une leçon de chaque personne. Et on va à la découverte avec cette personne et on apprend, on inspire les autres. Oui. Il y a des gens qui peut-être ne peuvent pas s'exprimer, ou il y a des gens qui font des réflexions après avoir regardé, écouté l'histoire d'une personne, l'expérience de cette personne, pour pouvoir aussi faire une propre réflexion. Donc, je trouve ça, c'est très important. Oui, moi, j'ai découvert il y a peu de temps la définition du mot, quand on l'emploie d'une manière religieuse, son prochain. Son prochain, c'est aussi ce que tu seras, toi, tu es le prochain. C'est que celui que tu vas rencontrer va permettre, toi, de faire toujours ta petite mue. Et petit à petit, tu te transformes. C'est mon prochain. Et j'aime beaucoup les mots, donc j'aime bien redécouvrir leur sens quand on s'y intéresse plus, en fait. C'est vrai. Si on veut repartir au passé, oui. Voilà. Et à 12 ans, 14 ans, c'était quand il y a eu cette trouille, cette peur, cette angoisse, etc., à l'école. Encore élève d'école, même pas étudiant à l'université. Et c'est ce qui a poussé Olivier Sauton à faire ce parcours de théâtre. C'était quoi la découverte, où il y avait autre chose Non, en fait, j'ai voulu faire du théâtre très tardivement. C'est très bête, mais adolescent, je n'avais même pas songé qu'acteur était un métier. Et puis j'avais tellement peur du regard des autres que... Je suis acteur. Et je voulais être auteur. J'écrivais beaucoup de poèmes. Bon, des poèmes d'adolescents, hein. Mais j'écrivais beaucoup de poèmes aux filles dont j'étais amoureux. Je n'ai aucun succès. Aucun. Ni littéraire, ni amoureux. Aucun. Donc mes poèmes devenaient de plus en plus désespérés au fur et à mesure. Aucun. Mais zéro. Donc je voulais être auteur. Je voulais être un petit peu le gars qui se cache, qui écrit. Bon. Et en fait, à 19 ans, pour la première fois de ma vie, je suis allé au théâtre. Et alors là, j'ai pris une claque. C'était une révélation.
Déjà, j'étais fasciné par ce grand rideau rouge qui cachait quelque chose avant la représentation. Et j'étais fasciné par nous, les adultes. On savait que nous savions que nous allions voir un mensonge, mais on voulait y croire. Et ça, c'est vraiment un concept qui m'a fasciné. Ensuite, quand le rideau s'est ouvert, c'était Don Juan de Molière. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression que c'est comme quand j'étais petit, que je jouais, vous savez, avec les petites figurines, les petits bonhommes, etc. Sauf que là, les bonhommes, ils étaient pour de vrai, en fait. Ils étaient véritables. Et à la fin, j'étais transporté. Et pour la première fois, je n'ai pas pensé à moi. Moi qui étais complètement dans l'ego, ego tourmenté, mais qui était complètement dans l'ego, pour la première fois, je n'ai pas pensé à moi. Et à la fin de la pièce, j'attends les acteurs. Et j'attends celui qui jouait Don Juan, qui m'avait ébloui. Bon, les acteurs sortent et je le vois pas. Et puis finalement, je regarde un des hommes qui était sorti de la loge, qui avait des petites lunettes qui ressemblaient à un petit fonctionnaire de rien du tout. Et il m'a fallu 2-3 minutes pour me dire c'est lui qui jouait Don Juan. Alors ça m'a fasciné. Je me suis dit pendant 2 heures, il était éblouissant, conquérant, donjuanesque. Et là, il ressemble pas du tout à un acteur. Ah, c'est ça en fait. Un acteur, c'est un super-héros qui se transforme selon le personnage qu'on lui donne. Et alors ça, je me suis dit, moi, je veux faire ça. Et c'est là où j'ai tout plaqué. J'étais en fac de droit. Ah, complètement. Oui, en fait, je voulais être avocat. En fait, je cherchais un métier qui pouvait me donner l'occasion de parler. Parce que bizarrement, j'avais peur de parler, mais je voulais. Je voulais m'exprimer. J'étais une telle cocotte minute que je sentais que si je n'allais pas m'exprimer, j'allais exploser, moi. Et c'est là où j'ai quitté ma petite province. Je suis monté à Paris pour les petits boulots, la petite chambre de bonne sous les toits. Ça, c'est une vie magnifique quand vous avez 20 ans, c'est magnifique. Et c'est comme ça que j'ai commencé les cours de théâtre. Et le parcours a continué. Et le parcours a continué. Je suis tombé sur un très grand maître de théâtre qui s'appelait, il est mort il y a quelques années, qui s'appelait Jean-Laurent Cochet, qui est un très grand maître, qui a été le professeur de Lucchini, de Depardieu, etc., etc., etc. Et bizarrement, avant, j'adorais écrire, mais je ne lisais jamais. Lui, de par son enseignement, m'a rendu fascinant les livres et la lecture. Et j'ai commencé à dévorer. Il avait une façon de vous éclairer, de vous raconter. Par exemple, je me souviens, on travaillait Racine, Phèdre. Alors moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Blablabla, blablabla, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais il avait une façon de décomposer chaque vers pour vous en montrer la beauté, la profondeur et ce qui pouvait nous intéresser, nous jeunes de 20 ans. Et il terminait avec cette phrase qui était géniale, un peu triviale, mais pas grossière, qui était géniale. Il nous disait « Et n'oubliez pas au final, s'il parlait comme ça, et n'oubliez pas au final que Phèdre est une belle-mère qui a ses chaleurs pour son beau-fils. » Et d'un coup, on devait jouer un vers magnifique en se disant « Ah oui, c'est une femme qui a un amour interdit. » Ah oui, ça change tout. Et là, à ce moment-là, les livres sont devenus vivants pour moi. Et je ne me suis plus jamais arrêté de lire. La lecture qui nous prend dans un chemin avec plusieurs thèmes, parce qu'à chaque fois, on peut prendre et choisir un livre et ça nous fait une totale déconnexion et puis aussi ça aide à plusieurs niveaux. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, je sens que c'est très important la lecture, malgré tout ce qu'il y a comme technologie et comme changement et même les résumés de livres qu'on lit avec l'intelligence artificielle, mais lire, c'est aussi, ça nous prend ça aide beaucoup la mémoire, mais aussi dans la réflexion, dans s'aider soi-même, penser, progresser avec la culture que les livres donnent. Lire, c'est se construire. Alors il faut faire attention parce que quand on commence à parler de la culture et de la littérature, on peut donner l'impression d'enquiller les clichés et de faire de jolies phrases un petit peu pour dire c'est bien les livres, parce que ça fait bien dire c'est bien les livres. Mais les livres, ça fait du bien. Ça construit. Ça nourrit l'imagination. Ça vous fait participer intellectuellement.
quand vous regardez un film ou une série, c'est très agréable. Moi aussi, j'en regarde beaucoup. Tous. Mais vous êtes un spectateur passif. Vous recevez ce qu'on vous donne. Point. Tandis que quand vous lisez, vous êtes à la fois le réalisateur, vous êtes l'acteur, vous n'êtes plus que le spectateur. Vous êtes le réalisateur et l'acteur. C'est vous qui êtes en train de jouer les personnages. C'est vous qui êtes en train de voir les décors, les paysages. Ça vous façonne. Ça fascine et ça façonne. Alors, c'est vrai que ça peut ne pas être sexy. Je sais très bien de quoi je parle puisque c'est mon histoire. Au départ, des pages comme ça. Oh là là, c'est fatigant au début. Il faut avoir la patience. Et puis, il y a plein de livres qu'on ne comprend pas. C'est Plein. vrai. Quand vous lisez de grands auteurs, moi je suis passé à côté de plein de grands auteurs. Et puis un jour, vous rencontrez votre livre. Et alors là... C'est un changement. Ah mais alors là, c'est une révélation. C'est que c'est un plaisir et le monde prend une autre dimension, et vous aussi. Et après, c'est la quête. C'est presque un jeu de piste, la lecture. C'est je cherche. Ah, je trouve un auteur que j'adore, je vais tout lire, peut-être dans l'ordre chronologique, comme ça je vais voir l'évolution de sa plume, de son style. Ça façonne le goût aussi. Ça permet de dire ça, j'aime pas, ça, j'aime. Pourquoi j'aime et pourquoi j'aime pas. Pourquoi c'est très bien, mais pourquoi j'aime pas. Et moi, dans mon travail, avec mes spectacles, j'essaie toujours justement, enfin en tout cas avec mes spectacles en France, j'essaie toujours de rendre sexy et ludique la lecture, la littérature, parce que moi, mon grand but, ce que j'aimerais vraiment, et ce que j'adore, c'est quand des jeunes ou des moins jeunes me disent à la fin, bah, ça m'a donné envie de lire. Ah bah ça, pour moi, c'est une médaille fantastique. Parce que je me dis, si je peux, chez quelqu'un, reproduire l'onde de choc qu'a eu en moi la littérature et la découverte des livres, j'aurais été utile. Il y en a des préférés? Oui. Alors, je peux en citer 3. Le tout premier qui m'a mis une claque énorme, Les nourritures terrestres d'André Gide. C'est pas un roman. Il s'adresse à un disciple imaginaire, Nathanaël, et il lui parle comme un maître de pensée. Alors, c'est pas un livre de développement personnel. Il y a un style littéraire qui est absolument incroyable. C'est pas juste le développement personnel. Moi, je suis un petit peu. C'est poétique, c'est littéraire, et quand vous avez 20 ans, vous lisez ça, vous avez envie de dévorer le monde. Le deuxième, c'est Voyage au bout de la nuit de Céline. Alors là, vous avez l'impression, c'est l'équivalent de Van Gogh en littérature. C'est un style très épileptique. C'est de la poésie en prose. Il faut aimer la couleur noire, mais je dirais noir diamant. C'est du noir, mais c'est noir diamant, il faut aimer. Et c'est pour moi, c'est le plus grand, Céline. Et le dernier, il est très peu, enfin, il devient plus du tout connu. Il s'appelle Antoine Blondin. Il a écrit un livre qui s'intitule Un singe en hiver, qui avait donné un film connu avec Gabin et Belmondo. Et c'est bouleversant parce que à chaque page, j'ai eu l'impression qu'il parlait de ma vie alors qu'il ne la connaissait pas. Et c'est wow. Antoine Blondin, malheureusement, c'est un auteur dont on ne parle quasiment plus. Mais moi, j'ai lu tous ses livres et il n'en a pas écrit beaucoup. Mais pour moi, c'est un très, 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 très grand. On parlait du parcours. Oui. Première fois sur scène, puis après, jusqu'aujourd'hui. Et à part la scène, écrire. Et on a parlé aussi de l'apprentissage et apprendre le théâtre. Donc, ce parcours jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, donc, quand je sors du cours de théâtre de Jean-Laurent Cochet, je me dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je me dis, j'aime bien écrire, j'aime bien faire rire, j'aime bien travailler seul, je suis très soliste. Je vais faire du one-man show, du stand-up. Je commence à écrire des sketchs,
ça marchouille, ça, bon. Ça décolle pas vraiment comme une fusée, mais plutôt comme un ULM. On sait pas. Et je fais des pièces de café-théâtre, ça marche pas non plus. Et puis moi qui me pensais devenir une grande star, une grande vedette, ah, vraiment, j'étais persuadé. J'avais un boulard énorme. En 2-3 ans, force est de constater que 6-7 ans après mes débuts, bah, je végétais. Ça marchait pas. Et là, je me suis dit, écris le spectacle que toi, tu aimerais voir, en fait. Comme ça, s'il n'y a personne dans la salle, au moins tu seras content de le jouer pour toi. Écris, toi, le spectacle que tu veux voir. N'écris pas le spectacle que tu penses que les gens veuillent voir. Non. Et c'est là où j'ai créé un spectacle qui s'intitule Fabrice Lucchini et moi. Fabrice Lucchini étant un acteur très très connu en France. Et je me suis plus à l'imiter sur scène. Et c'est l'histoire en fait d'un jeune de 20 ans qui veut devenir une grande vedette, mais qui est complètement inculte. C'est mon histoire, quand j'avais 20 ans. Il rencontre Fabrice Lucchini qui va devenir son professeur de théâtre. Et à partir de là, ça a très bien marché. J'ai eu beaucoup de succès en France avec ce spectacle. Après, j'ai eu d'autres déboires. Et ma carrière a commencé à dégringoler. Là, j'allais pas bien du tout. C'est traversée du désert. Et le Liban. Oasis. Moi, le Liban, c'est mon oasis. Et que je goûte d'autant plus que j'ai un beau désert derrière moi. Hein. Une belle traversée. Et alors là, le Liban, ça a été... c'est même plus qu'un coup de foudre, c'est un coup de ciel, si j'ose dire. Je suis transporté ici. Maintenant, j'ai besoin de revenir régulièrement ici. Comme on disait en préambule, je vais essayer d'apprendre le libanais. Je me sens très incompétent parce que je sens que je n'ai pas du tout de bonne sonorité. Ça va venir. J'ai un mal fou, j'ai peur d'être vraiment très mauvais. Mais je veux apprendre. Je me sens bien ici. J'aimerais vivre ici. Je vous promets, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Si on me disait aujourd'hui, Olivier, tu peux faire carrière en France ou au Liban, je vous jure, c'est vrai. Aussi bizarre que puisse paraître la réponse, je vous dis le Liban. Pourquoi ? Parce que je me sens mieux ici. J'aime la vie ici, j'aime les gens ici. Vous êtes d'une gentillesse exceptionnelle. Mais vous savez accueillir, vous êtes raffiné. Quand vous vivez en France, à force de regarder la télé, nous avons une image épouvantable des Arabes et des musulmans. Épouvantable. Et des Arabes. Au-delà de la religion, des Arabes. Quand vous arrivez au Liban, quand je suis arrivé au Liban, je me suis rappelé, grâce aux Libanais, que avant de les appeler Arabes, on l'appelait l'oriental, avec un respect énorme. L'oriental était raffiné, sensuel, cultivé, hospitalier. C'était le pendant indispensable pour ne pas que l'occidental ne soit qu'une créature matérialiste. C'était du spirituel, l'oriental. Eh bien, quand je suis arrivé au Liban, j'ai redécouvert l'oriental. J'ai découvert l'oriental. Et je me sens complètement oriental dans ma façon de vivre. J'adore, vous êtes toujours en retard, moi aussi. C'est vrai. C'est mauvais, mais c'est vrai. Mais j'adore. Vous avez une qualité de service exceptionnelle. Alors, je sais que j'ai bien compris que le Liban souffrait depuis des années, etc. J'ai bien compris que pour les Libanais, c'était très difficile. J'ai bien compris que vous pouvez comparer avec un âge d'or du Liban que moi, je n'ai pas connu. Mais de tout mon cœur, vraiment de tout mon cœur, à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent et qui sont libanais, je vous jure que vous avez encore un très beau pays qui peut vraiment se relever, mais vraiment se relever. C'est très compliqué, je vois bien que c'est très compliqué. Mais il y a tellement de talent, d'énergie, de beauté. Vous êtes un peuple très beau, je vous trouve très 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 beau. Et puis on sent ici, et alors là je parle au-delà des religions et des croyances, il y a des énergies ici. On sent que Dieu est né ici. Ici, je trouve que c'est naturel de parler de Dieu, quel que soit le Dieu, quelle que soit sa forme. C'est naturel, il est là, c'est présent. Il y a un sentiment du vivant
C'est vrai. Qu'en Europe, on n'a pas. C'est pas vrai. En Europe, Dieu, c'est plus une habitude qu'on a prise, on ne sait plus vraiment pourquoi. Ici, en fait, il y a le spirituel et le sacré. Et c'est quelque chose vraiment qui s'empare de vous. Et, euh, et ça vous fait sentir d'ailleurs de passage sur cette terre, donc vous profitez plus, je trouve, de chaque jour. Quand je suis à Paris, quand je me couche le soir, je n'ai rien à raconter de ma journée. Il ne s'est rien passé. Ici, pour un artiste, c'est parfait. Il y a Moi, tout ici, le temps. en fait, je me promène, Il y je a quelque regarde, chose. je raconte, et ça y est, j'ai un spectacle. Il se passe toujours des choses. Beyrouth, c'est une ville, non mais c'est une ville incroyable. Beyrouth, c'est la seule ville où les ascenseurs et l'eau chaude, ils ont des horaires. C'est- Ça, c'est une pièce de théâtre. Ah, mais j'adore. Mais j'adore. Et il y a... je connaissais le système D, maintenant je connais le système B, le système Beyrouth. C'est que Yallah, Khalas, et ça va, on va réussir. Ouais. Et donc je suis amoureux de vous. Et c'est comme, merci, mais c'est comme ça qu'on a survécu, je pense. Mais ce qui aide, c'est bien d'entendre et d'écouter quelqu'un qui n'est pas libanais, d'en parler du pays, parce que maintenant tout le monde, étant libanais, est fatigué, ou il est frustré, ou bien il a quitté le pays et pour lui c'est fini, c'est une grande déception. Et c'est un parcours qui est très difficile pour chacun. Donc, au moins, on peut aussi faire cette réflexion et de se donner des ondes positives et de penser que, oui, on a un pays qui... Eh bien, écoutez, moi, si je peux apporter une modeste contribution, vous m'avez tellement donné ici que moi, si je peux avoir la modeste fonction, tout en restant à ma place, de vous rappeler à quel point vous êtes formidable, à quel point ici c'est un vivier de talent et d'énergie créatrice exceptionnelle, j'en serais fort heureux de me dire vous me donnez énormément, si vous pouvez profiter un petit peu de moi pour ne pas oublier de vous aimer, vous Libanais, soyez très fiers de vous. Aucun peuple, avec tout ce que vous avez vécu là, depuis 40-50 ans, aucun peuple ne se serait relevé. Aucun. C'est simple, aucun. C'est vrai. Nous, en France, s'il nous arrive ça, le pays ferme. Mais moi, quand j'explique à des non-libanais la situation, quelqu'un qui n'est pas venu au Liban, je veux dire, vous ne pouvez pas comprendre parce que c'est incompréhensible. Mais à la fin, on va continuer. Là, on essaye de faire marcher les choses, de chercher des solutions à chaque fois et de se... Et je suis persuadé, mais persuadé, que vous serez récompensé. Je suis persuadé. C'est marrant le Liban parce que c'est un tout petit pays, mais finalement le monde a les yeux toujours braqués sur le Liban. Le Liban, c'est vraiment la température de la planète. C'est là que ça se passe. Cette région du monde, je ne la connaissais pas, et c'est pareil pour la Palestine. J'ai jamais mis les pieds là-bas, j'aimerais beaucoup mettre les pieds là-bas. On comprend pourquoi cette région du monde est le théâtre de guerres atroces, d'injustices permanentes. Il y a un enjeu ici, mais un enjeu qui est mystique. C'est Dieu, pardon, hein, mais Dieu est ici. Dieu siège ici, c'est son siège ici. Il n'est pas à Rome. Son siège, il est ici. Ma grand-mère qui est décédée, qui était poète, c'est une phrase qui fait mal. Mais en fait, c'est vrai. Beyrouth, 1000 fois morte, 1000 fois revécue. C'est très joli. Donc, c'est triste, c'est fort. Ce n'est pas quelque chose il n'y a pas d'optimisme, mais malheureusement, si, parce qu'elle Si, c'est voilà, optimiste. il y a une... elle reprend à chaque fois Beyrouth et elle réessaye de revivre, de survivre. Je trouve que le Liban a la beauté, la tristesse aussi, mais la beauté d'une tragédie. C'est qu'à chaque fois, vous avez un coup de massue qui vous arrive sur la tête, comme ça, c'est incroyable. Ce qui vous arrive est incroyable. Et pourtant, je peux en témoigner, les gens ici sont tous souriants, ils sont tous sympathiques. Là, les gens qui regardent cette émission ne le voient pas, mais voilà, il y a des messieurs qui font très bien leur travail.
ils sont sympathiques, on a un accueil exceptionnel, et c'est partout comme ça, c'est partout comme ça. Ici, moi, je peux parler aussi bien, aussi facilement aux millionnaires très importants, qu'au gueux, sans que gueux soit méprisant dans ma bouche. Au contraire, il est noble, en l'occurrence. Mais c'est la même chose. En France, c'est impossible. En France, on a des titres, attention, je suis le préfet, ah, c'est insupportable. Beyrouth, tu m'as fait pleurer. Ce sont des larmes que j'ai tant aimées. Elles coulaient sur ma joue et ruisselaient dans mon cœur. Beyrouth, je t'aime, je suis à toi. Beyrouth, j'étais née pour te rencontrer. J'adore quand vous lisez mon texte. Vous le lisez très bien. Et ça vient du cœur. Ah, j'ai écrit ce texte. Quand? La première fois que je suis venu à Beyrouth. C'est difficile à décrire un coup de foudre. Dans 2 jours, je repartais pour Paris. J'étais tellement triste de repartir, mais plus que triste. J'avais trouvé enfin mon endroit et j'avais passé 8 jours parfaits. Pas des jours de vacances, c'était pas des vacances. Et c'était pas un amour de carte postale. C'était ma mariée, quoi. J'allais me marier au Liban. C'est elle. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai écrit ce post d'un jet, d'une seule traite. Je pleurais. C'est un petit peu bête à dire, mais j'écoutais en même temps Fayrouz, les balous. Pardon pour je ne connais pas les Ça paroles. va? C'est un bon début. Et j'ai tout mis dans ce post, et quand je le poste, et je le poste vraiment, on peut le vérifier, je le poste vers 2-3 heures du matin en pleine nuit, je m'attends pas du tout, mais pas du tout, à ce qu'il touche autant de Libanais. J'ai reçu plein de messages d'amour. C'est simple, j'ai ouvert mon Instagram grâce aux Libanais, parce que quand je suis arrivé à Beyrouth, j'avais pas d'Instagram. Quel est ton compte? Quel est ton compte? Tous les Libanais me disaient, c'est encore plus que des papiers d'identité, Instagram. Faut que t'aies Instagram. Donc, je fais un Instagram. Ça doit être le vrai chiffre. Je pense que j'ai 90% de followers libanais et 10% de followers français. Et ça me va très bien. Surtout grâce à ce post. Et oui, c'était une déclaration d'amour. Et après, ce post, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait une pluie diluvienne cette nuit-là. Je suis sorti dans la rue parce que je me suis dit, tiens, j'ai jamais connu la pluie de Beyrouth. Alors, je vais passer pour un fou, mais je me suis mis dans la rue. Comme si c'était un baptême. J'ai laissé la pluie diluvienne chaude s'abattre sur moi. Je suis resté, je sais pas, quelques minutes. Et je voulais tout de Beyrouth. Tout, même la pluie. Et j'étais dans un moment qui était plus qu'humain. J'étais saisi. J'étais saisi. Et j'ai été tellement, tellement touché de tous les commentaires extrêmement gentils. Tous les Libanais après m'envoyaient des messages. Tout le monde voulait que je dorme chez eux. Tout le monde me disait, viens dans ma maison, viens manger dans ma maison, si tu veux on t'héberge, etc. Il y a même une personne qui s'est procuré mon numéro de téléphone et qui voulait me payer un billet d'avion pour que je repousse mon retour. Enfin, j'avais jamais connu ça. Et je pense que je ne pourrais pas le connaître avec un autre peuple. Non. C'est beau. On parlait des réseaux sociaux, d'Instagram. Maintenant, avec toute cette présence de réseaux sociaux, est-ce que ça a facilité ou c'est plus difficile ou c'est fatigant, les réseaux sociaux, spécialement pour un écrivain, acteur, professeur? Moi, je crois que toute invention qui sert de média est bénéfique. Quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, c'était très bien. Quand la télé est née, c'était très bien. Quand Internet est né, c'était très bien. Idem pour les réseaux sociaux. Évidemment, toute invention entraîne sa part d'ombre. Donc
Donc évidemment que les réseaux sociaux nous ont profondément changé. On est moins poli. Il y a une violence sur les réseaux sociaux. Beaucoup de cyberharcèlement. Exactement. On se permet des choses à distance qu'on ne se permettrait pas les yeux dans les yeux. En face à face. Et alors, pour moi, le principal problème des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux nous font oublier que nous sommes des mammifères. Et des mammifères, ça se renifle. À distance respectable. Mais ça se renifle. C'est, tiens, je ressens cette personne. Via les réseaux, on ne ressent pas. En revanche, je pense qu'il ne faut pas être bêtement réactionnaire, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. On ne pourra jamais revenir en arrière. C'est comme ça. Et il ne faut pas oublier quand même que les réseaux sociaux, ça permet aussi des choses extraordinaires. Ça permet à n'importe qui de montrer sa création. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on a un accès beaucoup plus direct à celui qui produit, à celui qui crée. Ça permet de découvrir des choses ou des gens fantastiques. Ça permet parfois des histoires d'amour. Ça permet beaucoup de choses positives. Alors, oui, il y a beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et ça change nos comportements et pas forcément dans le bon sens du terme. Mais, moi, je trouve ça quand même, globalement, très positif. Pourtant, moi, j'ai souffert des réseaux sociaux dans ma vie. Beaucoup. J'avais une belle carrière en France, etc. Et à un moment, les réseaux sociaux ont fait en sorte que cette carrière chute. Donc, je connais très bien le sujet. Et bien pourtant, malgré ce coup de poignard qu'on m'a asséné, je pense qu'il faut voir positivement les réseaux sociaux. Les gens qui essaient, par exemple, de réguler ou d'interdire les réseaux sociaux, je trouve que ça peut partir d'une très bonne intention, mais le moyen est dérisoire, parce qu'on n'y arrivera jamais. C'est comme les gens qui veulent bannir le téléchargement. On n'y arrivera jamais. Jamais. Donc il faut trouver un autre moyen pour accompagner le téléchargement. On ne peut pas revenir en arrière. Et l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'elle prendra un jour votre place Je crois que oui. Ouf. Écoutez, moi j'ai fait une expérience, enfin, je ne connaissais rien à l'intelligence artificielle, et j'ai rencontré quelqu'un en France qui lui était passionné par ça, et il me dit, tiens, on va faire une expérience, on va demander à l'intelligence artificielle de créer un texte comme si c'était Fabrice Lucchini, l'acteur français, qui parlait. Donne-moi 2 thèmes qui n'ont rien à voir. Je dis l'amour et la betterave. En 30 secondes, l'intelligence artificielle a pondu un texte incroyable. Mais incroyable. Autre expérience, il me dit, tiens, est-ce que tu as un autre spectacle ? Je dis, oui, j'ai un spectacle qui s'intitule Lycée Molière. Il me dit, fais-moi le résumé, mais vraiment dans les grandes lignes. Okay ? On demande à l'intelligence artificielle de narrer en détail le spectacle. C'était exactement mon spectacle, sauf la fin. Mais la fin prévue par l'intelligence artificielle était ma première fin prévue. Ouf. C'est incroyable. Et on n'est qu'au balbutiement. Donc, mais là aussi, il va falloir accompagner ça. C'est vrai. C'est que ça doit être un outil formidable, et ce sera un outil formidable pour savoir plein comment de choses. l'utiliser. Après, s'en servir. Évidemment, enfin, c'est très bête ce que je veux dire, mais tout ce qui est porteur de lumière est aussi porteur d'ombre. Donc, D'habitude, je demande à ChatGPT de me donner quelques questions. Okay. On va voir les questions de ChatGPT. Okay. Comment utilisez-vous l'humour pour aborder des sujets sensibles ou sérieux ? Oh, ça c'est une très bonne question. Normalement, l'humour, ça détend tout le monde. Et un monde qui perd le sens de l'humour, un monde qui devient sérieux et susceptible, est un monde qui ne va pas bien. Quand vous allez bien et qu'on fait une blague sur vous, vous riez. C'est vrai. Quand vous n'allez pas bien, soit vous êtes triste, soit vous devenez agressif. Le monde aujourd'hui est quand même triste et agressif. Je crois que l'humour ne doit pas se soumettre
à la tristesse et au sérieux du monde. Alors c'est très difficile parce qu'on va avoir beaucoup de censure, etc. En France, il y a des blagues qui sont absolument interdites. En revanche, il ne faut pas oublier de mettre dans l'humour de la tendresse. C'est que quand on pratique par exemple l'ironie et le cynisme, que j'ai pu pratiquer, moi personnellement d'ailleurs, il faut faire attention, il faut quand même que les gens sentent la tendresse derrière. Et l'humour, vous devez d'abord le diriger contre vous. Il faut avoir beaucoup d'humour sur soi. Moi, je n'aime pas du tout les gens qui n'ont pas d'autodérision. Ah, je ne les supporte pas. Les gens qui se prennent au sérieux, je les méprise en fait. Je trouve qu'ils sont pas très intelligents. Et puis quand vous avez de l'humour sur vous-même, après vous dirigez mieux l'humour sur les autres. Parce qu'il y a la même tendresse. Mais aujourd'hui, l'humour est très dangereux. Mais c'est idiot parce que c'est à double tranchant. Mais c'est quand même idiot ce que je viens de dire parce que j'ai dit l'humour aujourd'hui est très dangereux. L'humour a été toujours dangereux. Quand le bouffon du roi faisait une blague déplacée, c'était fini. Donc l'humour, c'est un pétard joyeux qui peut se transformer en dynamite. Dernière chose sur l'humour, je ne peux plus supporter aujourd'hui les gens qui me disent ah oui, mais ça m'offense. Ah oui, mais moi aussi, il y a plein de choses qui m'offensent. Ouais. Mais dans ce cas-là, on ne rira plus du tout de rien. Ou c'est ceux qui auront le plus de pouvoir dans la société qui pourront se permettre de dire ça m'offense, c'est interdit, mais les autres choses, c'est possible. Parce que ça ne me concerne pas. Ah non. Moi, quelqu'un qui me dit ça m'offense, j'ai envie de lui dire écoute, si j'étais maladroit, etc., je suis désolé, mais c'est pas une raison pour que moi je me censure. Attention, faut pas confondre, et ça en France, moi je trouve qu'on confond ça, la liberté d'expression avec la liberté d'offenser. Ouais. La liberté d'expression n'est pas la liberté d'offenser. Totalement différent. En revanche, il y a quand même des gens qui s'offensent pour un rien, qui ont l'offense facile. Et alors ceux-là, ils ont tendance à me gonfler, moi. Comment gérez-vous les moments de doute ou d'incertitude dans votre carrière ? En ayant la foi en mon destin personnel. C'est-à-dire en me disant, là, j'ai aucun succès, personne ne vient me voir, personne ne me désire professionnellement. Alors, c'est un métier qui est énormément basé sur le désir, donc c'est difficile, ces moments-là. Et de me dire, ça fait partie de ma légende personnelle. Je dois passer par là. Et si un jour, j'ai à nouveau du succès, je pourrais en être d'autant plus fier en me disant, waouh, celui-ci, je l'ai vraiment acquis. Il faut faire le dos rond. Moi, je crois beaucoup au cycle dans la vie. À titre personnel, je sors d'un cycle épouvantable. Là, je sens que depuis un an et demi, 2 ans même, je suis en train de bâtir un cycle lumineux dont Beyrouth n'a pas été la porte d'entrée, mais a été le révélateur. Et voilà, comme dans la vie, hein, c'est pas seulement la carrière, c'est dans la vie, ce sont des cycles. Comme en sport, vous avez des temps forts, des temps faibles. Les temps faibles, on fait le dos rond, on sait qu'on est faible. Et alors attention, on sait qu'on est faible, mais il faut pas... En fait, on n'est pas faible. Ce sont les circonstances autour de nous qui nous mettent dans un contexte de faiblesse. Mais puisqu'on résiste, nous ne sommes pas faibles. C'est la fable du chêne et du roseau de La Fontaine. À chaque petit vent, le roseau... Et le chêne, il dit « Ah, Lyon, t'es vraiment pas fort. Hein. Lyon. » Et puis à un moment, il y a une grande tempête. Tempête telle que le chêne est déraciné. Le roseau, pas déraciné. Qui était le plus fort? C'était le roseau. Donc il ne faut pas confondre sa faiblesse et le contexte de faiblesse dans lequel on est plongé. C'est très différent. Vous avez même répondu, il y a une question que je pose à chaque fois à mes invités, c'est qu'en arabe, si vous buvez du café avec du sucre ou sans sucre, et est-ce que la vie, on la considère, donc votre vie est
avec du sucre ou sans sucre. Mais un peu, ça ressemble à ce que maintenant vous êtes en train de parler. Si Complètement. si la vie et la difficulté de la vie, mais aussi comment apprécier. Complètement. Moi, ce qui m'a permis de traverser les épreuves, on a tous des épreuves, vous le savez très bien, Bien sûr. Et une épreuve professionnelle sera toujours moindre qu'une épreuve personnelle, familiale. C'est à chaque fois de me dire, bon là je suis très triste, je vais pas bien du tout, mais je vis, je ressens. Entre le néant et ressentir même quelque chose de douloureux, je sais que je choisirais de ressentir la chose douloureuse, parce que je ressens. Et petit à petit, ça bâtit votre écorce. Et moi, par exemple, je pleure quasiment tous les jours. Pas parce que je suis triste, je pleure comme je ris. Ça me fait du bien de pleurer, d'émotion, je n'ai aucune honte à pleurer. Il y en a qui considèrent ça comme une honte. C'est normal, c'est difficile. Quand je dis que j'ai aucune honte à pleurer, quand j'ai la larme à l'œil, je m'isole. Mais ça me fait du bien. J'aime me sentir vivant, même quand je vais mal. De me dire, waouh, là c'est très dur, Olivier. Essaie quand même de l'inscrire dans ton corps pour que lorsque tu iras mieux, tu pourras en parler aux autres. Pour que les gens qui aillent mal et qui t'entendent, peut-être, se diront, ok, ça ira mieux demain. Oui, ça ira mieux demain. Demain peut être très loin. Demain peut être très, 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 très loin. Faut être patient. Mais quand il y a un nuage, le soleil ne disparaît pas. Le soleil existe toujours. C'est pas la faute du soleil, c'est la faute du nuage. Et à un moment, le nuage, il s'en va, toujours. Le soleil, lui, s'en va jamais. Donc, à un moment, le soleil reparaît. L'image est peut-être un petit peu simpliste, mais c'est ce qui m'a permis, moi, de tenir dans les moments durs. C'est vrai. Quel est le spectacle dont vous êtes le plus fier? Des spectacles que j'ai fait, moi, le prochain qui n'existe pas encore. Je voudrais à chaque spectacle m'améliorer. Moi, j'ai une façon d'appréhender mon métier très artisanale. Mon maître de théâtre avait une phrase dont j'ai fait un peu ma devise professionnellement. Il disait, avant d'être artiste, soyez déjà artisan. Et j'aime bien me dire, bon, prochain spectacle, ça il faut que je le fasse mieux, ça il faut que j'améliore, ça donc là je suis en train d'écrire Un Parisien à Beyrouth. Donc ce sont les aventures d'un Parisien à Beyrouth. Et parce qu'en fait quand je jouais à Fabrice Lucchini et moi à Beyrouth, à la fin je faisais des improvisations sur le Liban et elles avaient un succès fou. Ça me flattait énormément. Et les gens m'ont dit, il faut que tu en fasses un spectacle. Et je vais en faire un spectacle alors, qui aura l'ambition d'être très drôle, mais pas que. Je veux que ce soit aussi l'histoire d'une renaissance, je veux que ce soit une déclaration d'amour au Liban, et je veux que ce spectacle, je veux que les gens y pleurent aussi fort qu'ils ont ri. Un Parisien à Beyrouth, je veux vraiment que ce soit mon spectacle. J'aimerais qu'on dise de moi, nul n'est prophète en son pays. Et waouh, depuis qu'il est à Beyrouth, celui-ci, un total changement. On va prendre une photo. Oui. Je reste là. Oui. Et cette question, c'est que bon, quand vous regardez votre photo, oh là là. Est-ce que la satisfaction personnelle? Voilà, c'est très dur à ce que vous faites. Écoutez, bon déjà, je ne suis pas mal poli. Hein. Ce ne sont pas des lunettes de soleil, ce sont des lunettes de vue. Je ne joue pas à la star, ce sont des lunettes de vue. Et pourquoi les verres sont bleus? Parce que les verres blancs, c'était une catastrophe. J'avais l'impression de ressembler à un conseiller bancaire. Et donc, ce sont des lunettes de vue. Je ne joue pas du tout à la star. Là, l'image que vous m'avez montrée, comme je me sens bien en votre compagnie, mais ça a commencé avant l'émission, dès que je vous ai vu. Ça a commencé avant l'émission.
Tout de suite, je me suis dit, je vais être bien avec cette personne. Mhm. Ça va. Ça va. Je peux avoir des moments complètement narcissiques pendant un quart d'heure où je prends plein de selfies de moi. Voilà, complètement. Hein. Clac, 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 clac. Je vais en poster sur Instagram, etc. C'est complètement narcissique. J'ai un peu plus souvent des moments où je me dis, bon, je pourrais être mieux. Mais au-delà de l'esthétique, ce que j'ai aimé dans l'image, là, c'est que le type que j'ai vu allait bien. Il était bien. Et je vous en remercie. Ça, c'est le plus important. Oui. Et c'est à moi de vous remercier pour cette belle entrevue qui nous a pris comme ça dans un voyage, un parcours avec beaucoup de réflexions où chacun peut voir son image et ce qu'il ressent pour pouvoir y penser. Alors, je peux dire un dernier mot? Oui. Il était très joli, votre oui. Merci. Moi, je remercie vraiment le Liban. Je veux m'établir le plus possible ici, tout en restant à ma place. Je veux créer beaucoup de choses ici. Ici, déjà, je crée des workshops pour les Libanais qui veulent faire du théâtre. Je reviens quasiment tous les 2 mois. Je crée donc ce spectacle dont je vous ai parlé, Un Parisien à Beyrouth. Je prends mon temps pour l'écrire parce que je veux vraiment qu'il soit ciselé. Je ne veux pas surfer sur une petite histoire qui m'est arrivée. Non, je veux faire une véritable œuvre. Que les Libanais et les Libanaises qui nous regardent me suivent sur Instagram. Je poste plein de photos de Beyrouth. Je vais le faire. Je poste plein de photos. Je passe mes journées à marcher dans Beyrouth et à prendre des photos. Et Beyrouth m'inspire. Avant, je ne prenais jamais de photos. Jamais. Nulle part. Et je vous remercie. J'ai passé un très bon moment, comme d'habitude, à Beyrouth. Et vous êtes une personne très agréable. Merci. Et merci pour votre Et c'est gentillesse. fait, je l'ai fait. Oh, la classe. Ça, c'est la classe. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.